Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Au Mans, on avait tout d'abord cru à une disparition, mais il s'agit finalement d'un terrible drame. Le corps de la petite Marina, 8 ans, a été retrouvé aujourd'hui sans vie. Son père a avoué avoir inventé l'histoire de sa disparition. Nous reviendrons sur la polémique suscitée par les propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, en marge du campus de l'UMP. Des questions sur le fond, mais également sur la forme, car c'est une nouvelle fois sur Internet que la polémique est née. 11 septembre 2001, 11 septembre 2009, cérémonie d'hommage aujourd'hui aux États-Unis. La première pour le président Obama, 8 ans après les attaques d'Al-Qaïda. Nous ferons également le point sur la traque contre un fantôme. Son nom, Oussama Ben Laden. La mobilisation pour le dépistage gratuit du cancer du sein chez la femme à partir de 40 ans. Chaque année, 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Estelle Lefébure nous expliquera pourquoi elle a fait le choix de se mobiliser. La question qu'on saute ce vendredi, après le constat du manque de place dans les crèches en France, comment trouver une bonne nounou pour garder ses enfants? Quels sont les pièges à éviter? Reportage à suivre. Enfin, nous replongeons ce soir au cœur d'un film mythique, Les Tontons Flingueurs. Le film de Georges Lautner de 1963 s'offre une nouvelle jeunesse. Il ressort en salle dans une version restaurée. Dialogue et scènes cultes à revivre à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par ce drame, terrible drame qui a pour victime une enfant de 8 ans. Depuis mercredi soir au Mans, les gendarmes recherchaient la petite Marina disparue sur un parking. C'est son père qui avait signalé cette disparition. Eh bien, l'affaire a donc basculé aujourd'hui car celui-ci est passé aux aveux. Sa fille était en fait décédée depuis un mois. Pierre Monégier et Mathias Segon. C'est dans cet entrepôt, au fond de ce parking souterrain, qu'était dissimulé le corps de la fillette. Son père a reconnu l'avoir caché dans ce box. Marina ne s'est donc pas enfuie, elle n'a pas non plus été enlevée par un étranger. Elle serait morte en réalité au début du mois d'août dans l'ancien domicile familial selon son père. Pris de panique, il l'aurait d'abord cachée dans le congélateur de la cave pendant plusieurs semaines avant de transporter le corps jusqu'à un entrepôt voisin. Le papa parle de cause de décès naturelle, qu'il aurait paniqué. Ça reste évidemment à vérifier. L'autopsie, bien évidemment, va être fondamentalement importante. La sortie au McDonald's, la disparition subite de la fillette mercredi soir, tout était faux. Une fausse piste inventée par le père pour dissimuler la mort de sa fille. Mais très vite, les soupçons se portent sur l'entourage familial. La fillette était suivie par les services sociaux car dans 2 écoles où elle avait été scolarisée, ses instituteurs avaient relevé sur elle des traces de coups. Les instituteurs avaient fait un signalement pour cette petite fille parce qu'elle devait avoir des traces de coups, des bleus, que ça a été signalé, qu'elle a été suivie, vue par le médecin scolaire et hospitalisée. Ces blessures à répétition ont-elles un lien avec la mort de Marina? Placée en garde à vue, son père et sa mère n'ont en tout cas toujours pas permis d'éclairer les causes du décès. Ils devraient être prochainement mis en examen. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial sur place, Pierre Monégier. Bonsoir Pierre. Affaire terrible donc, qui reste ce soir encore pleine de zones d'ombre. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette famille et sur la personnalité de ce couple? Bonsoir Laurent, on en sait effectivement un petit peu plus sur cette famille très discrète. Un couple et 5 enfants qui vivaient repliés sur eux-mêmes, coupés de tout, coupés notamment de toute famille éloignée. Oncles, tantes, cousins ou grands-parents qui auraient pu voir ou entendre quelque chose. Leurs voisins ne les connaissaient pas non plus, pratiquement pas. Il faut dire que ces dernières années, la famille a déménagé à de multiples reprises, ce qui intrigue les enquêteurs. Le père travaillait pour une entreprise de déménagement. La mère est enceinte d'un 6e enfant. Ce soir, tous les deux dormiront en garde à vue et leurs 4 autres enfants ont été placés par l'assistance publique. Merci Pierre. Mais où est donc passé Jean-Pierre Trébert? Après plus de 3 jours de cavale, l'assassin présumé de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier demeure toujours introuvable. Arnaud Comte, bonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial à Auxerre. Toujours pas de traces ce soir de Jean-Pierre Trébert, mais son codétenu a aujourd'hui été mis en examen. Il l'aurait aidé dans son évasion. Oui Laurent, cet homme de 25 ans, condamné à 20 ans de réclusion pour assassinat, aurait été complice de l'évasion. Il aurait, selon le procureur, vu et peut-être même aidé Jean-Pierre Trébert à se cacher dans son fameux carton. À son arrivée ici au palais de justice, cet homme qui avait noué une relation privilégiée derrière les barreaux avec Jean-Pierre Trébert nous a crié « Je n'y suis pour rien, je ne l'ai pas aidé à s'évader ». Toujours est-il que le fugitif reste introuvable. Les gendarmes ont sillonné durant 3 jours des hectares de forêt, fouillé des dizaines de cabanons, mais aucune trace de Jean-Pierre Trébert. Les enquêteurs n'excluent pas qu'il
tout simplement quitter le département. On sait qu'il connaît du monde en Alsace, mais aussi en Seine-et-Marne. Et ce n'est pas non plus impossible qu'il soit aidé à cavale. Merci Arnaud Comte, désolé pour cette liaison un peu difficile. Cette information maintenant, une salariée de France Télécom se trouve ce soir entre la vie et la mort. Celle-ci s'est jetée du 4e étage de ses bureaux situés dans le 17e arrondissement de Paris. Un geste dramatique qui intervient dans un contexte particulièrement tendu dans l'entreprise. Cette semaine, un salarié de Troyes s'était planté un couteau dans l'abdomen lors d'une réunion. On dénombre à ce jour depuis février 2008 22 suicides au sein de l'entreprise. La politique maintenant avec la controverse provoquée par les propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, en marge du campus de l'UMP la semaine dernière. C'est une vidéo diffusée sur Internet qui suscite aujourd'hui encore de nombreuses réactions. Au sein de la majorité du gouvernement, on évoque en résumé un procès en sorcellerie. À gauche, en revanche, on s'indigne. Les faits et les réactions avec Javid Imbert. Lui, il parle arabe. 24 heures que la vidéo tourne en boucle sur Internet, 800 000 connexions ce soir. 24 heures que Brice Hortefeux dément toute attitude raciste dans ce propos, filmé dimanche dernier par les chaînes parlementaires. La contre-attaque est partie aujourd'hui, une fois encore, d'Internet. Mise au point sur le site YouTube du jeune homme approché par le ministre. Il n'a pas tenu de propos ni injurieux, ni vis-à-vis des Arabes ou autres. On a juste parlé entre amis, entre sympathisants et militants de l'UMP. Contre-feu, deuxième acte. Cet après-midi, le ministre rend visite, ça ne s'invente pas, à une unité de démineurs. Il admet qu'il faut faire attention aux caméras qui peuvent être partout. Ça, c'est une réalité, et donc ça témoigne d'une nouvelle règle, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes d'expression et de communication. Il faut donc naturellement s'y adapter. Et à ses côtés, on trouve la secrétaire d'État d'origine algérienne, Nora Berra. Je ne crois pas que Brice Hortefeux puisse tenir des propos racistes. C'est quelqu'un qui est engagé dans un discours interculturel et des échanges interculturels depuis déjà pas mal d'années. La gauche, elle, n'en démord pas et reste sur son interprétation du document. Dès lors qu'il y a plusieurs jeunes Français d'origine maghrébine ensemble, ça pose des problèmes. Voilà ce qu'il a dit. Et on attend du président de la République une décision qui sanctionne ces propos, comme M. Hortefeux vient de sanctionner les propos d'un préfet, en le mettant à la retraite. Et la seule décision acceptable, c'est la démission de M. Hortefeux. Une nouvelle fois, c'est un propos non maîtrisé par un homme politique associé à la caisse de résonance d'Internet qui déclenche la polémique. Voilà pour le fond de cette affaire. Parlons maintenant de la forme, car c'est une nouvelle fois sur Internet que ces images ont d'abord été diffusées. Vous avez entendu ce chiffre, près de 800 000 clics sur la toile pour cette vidéo ces dernières heures. Une affaire qui suscite, il faut bien le reconnaître, également une question. Les personnalités publiques sont-elles désormais placées en quelque sorte sous surveillance permanente? Certains parlent de Big Brother. Explication, Valérie Lerouget et Guillaume Michel. Au milieu des caméras professionnelles, les objectifs amateurs se multiplient aujourd'hui autour des personnalités. En 2006, Ségolène Royal en fait les frais. Elle ignore qu'elle est filmée lors d'une discussion informelle quand elle s'en prend au temps de travail des enseignants, plutôt inhabituel à gauche. Les organisations syndicales enseignantes, moi je pense qu'une des révolutions c'est de faire les 35 heures au collège. Les vidéastes ont ensuite l'embarras du choix pour diffuser leurs films sur Internet. Le site Pure People reçoit chaque semaine 2 à 3 vidéos amateurs concernant des stars. Le fait qu'aujourd'hui les téléphones portables soient hyper performants et permettent de faire des vidéos, des photos de façon amateur mais de bonne qualité, ça, effectivement il y a une espèce d'engouement par rapport à ça. Février 2008, c'est Nicolas Sarkozy en visite au salon de l'agriculture qui se fait piéger. Et il y a 3 mois, le député socialiste Manuel Valls oublie qu'il porte un micro quand il parcourt sa ville. Les politiques sont épiés et les plus minimes de leurs déplacements peuvent être surmédiatisés. Conclusion d'un expert en communication. Je crois qu'il faut garder le silence dans ces traversées qui sont extrêmement dangereuses parce que n'importe qui peut les capter, n'importe qui peut mal interpréter ce que vous avez dit, et garder son temps de parole lorsque l'on est face au micro, lorsqu'on est face aux estrades. Autrement dit, il faut s'interdire le off. C'est la fin des petites phrases lâchées à la sortie des voitures. Les bains de foule risquent d'être limités et la parole des politiques pourrait bien perdre en spontanéité. Autre polémique politique, celle qui touche le Parti socialiste avec la sortie, vous le savez, d'un livre qui relance les soupçons de fraude quant à l'élection de la première secrétaire en novembre dernier. On attendait bien sûr la réaction de Ségolène Royal. Elle est, vous allez voir, assez claire. Elle parle de sanctions judiciaires si tout cela est avéré. On l'écoute.
le Parti socialiste n'est pas une zone de non-droit. Et frauder un vote, que ce soit dans une association, dans un parti, dans une société, c'est un délit pénal. Et personne ne comprendrait que ceux qui se sont prêtés à ces fraudes soient impunis, parce que sinon ça va recommencer. Saisir les tribunaux sur les fraudes, si les fraudes sont avérées, voir ce qu'il en advient ensuite, dans le cas d'un contentieux électoral, de ce qu'il convient de faire. Et à noter que dans un communiqué cet après-midi, Ségolène Royal temporise en affirmant vouloir prendre le temps de la réflexion. Elle indique qu'elle s'exprimera mardi sur le sujet lors d'une conférence de presse. Nous sommes le 11 septembre 2009 et cela fait donc 8 ans déjà que le monde découvrait stupéfait les images de cette attaque terroriste qui frappait les États-Unis en plein cœur. Nous irons sur place dans un instant, notamment à New York. On s'interrogera également ce soir sur ce que l'on sait à ce jour de ces années de traque pour retrouver Oussama Ben Laden. Mais avant cela, quelques secondes de l'un de ces documents amateurs filmés le 11 septembre 2001. Images qui ont marqué le monde. Ce jour-là, un médecin était au pied d'une des tours du World Trade Center lorsque soudainement, celle-ci s'est effondrée. Image commentée par Daniel Wolfrom. Regardez. New York, 10 h du matin, comme d'autres sauveteurs accourus spontanément sur place, le docteur Mark Hiss est au pied du World Trade Center. L'une des deux tours s'effondre alors sur elle-même. C'est lui qui filme, c'est lui qui parle. J'espère que je vais vivre. Ça vient vers moi, voilà. Je me mets derrière la voiture. C'est incroyable. Ok, je dois aller voir si des gens ont besoin d'aide. Je ne crois pas que je sois l'un d'eux. Ça va, monsieur ? Ça, c'est la voiture qui m'a sauvé la vie. Ou c'est peut-être celle-là. Tous ces bruits, je ne sais pas d'où ça vient. Ils disent « quelqu'un a besoin d'aide ». Alors 8 ans après, plusieurs cérémonies étaient organisées aujourd'hui à Washington. Tout d'abord, il s'agissait d'une première pour Barack Obama. Celui-ci a souligné que les saisons qui passent ne peuvent pas diminuer la douleur infligée ce jour-là, indiquant également que le combat contre Al-Qaïda ne faiblirait pas. Cérémonie également à New York aujourd'hui, sur le site de Ground Zero. On retrouve sur place notre correspondante en pleine tempête. Bonsoir Maryse Burgot. Maryse, avec Barack Obama, est-ce que c'est une nouvelle page qui se tourne de l'après 11 septembre ou pas ? Oui, c'est un tournant parce que c'est la première fois que Barack Obama présidait ces cérémonies, même s'il l'a fait à partir de Washington. Or, ce nouveau président représente évidemment incontestablement une nouvelle politique antiterroriste, une politique basée sur l'idée qu'il faut une plus grande ouverture envers le monde musulman et l'idée aussi que l'Amérique ne peut plus donner l'impression d'être un pays en guerre contre tout le monde. Ce terme d'ailleurs de guerre antiterroriste a été banni de la Maison-Blanche. Alors ceci n'a pas empêché aujourd'hui Barack Obama de dire qu'il fallait absolument renforcer les troupes américaines en Afghanistan, même si cette idée est ici assez impopulaire. Maryse, autre question, et c'est assez étonnant, le site de Ground Zero est toujours en travaux, on l'a vu, on pensait que l'Amérique allait avoir envie d'aller très vite, de reconstruire, de redonner vie à ce lieu, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Oui, c'est assez sidérant de voir que rien n'a remplacé ces tours jumelles qui culminaient il y a 8 ans dans ce ciel new-yorkais. C'est toujours un immense chantier, 7 hectares d'enchevêtrement de grues. Alors la crise est passée par là, d'où les retards, mais il y a aussi des querelles judiciaires entre le promoteur, les autorités chargées de ce lieu, les hommes politiques et les familles des victimes. Les New-Yorkais disent aujourd'hui avoir honte de cette situation où personne n'arrive à s'entendre. Merci Maryse Burgot depuis New York. Alors on sait que ce jour de septembre 2001 a fait basculer le monde dans une ère nouvelle. Il y a eu l'Irak, puis l'Afghanistan et puis aussi la découverte d'un nom, Oussama Ben Laden, personnage devenu fantomatique qui incarne la nébuleuse terroriste Al-Qaïda. Alors où en est-on aujourd'hui de la traque contre cet homme? Est-il toujours en vie? Élément de réponse avec Bernard Lebrun. Les montagnes et le vent du Baloutchistan.
zone tribale quasi désertique aux frontières du Pakistan et de l'Afghanistan. Est-ce ici qu'il se cache? Depuis sa dernière apparition vidéo en septembre 2007, Oussama Ben Laden, 52 ans, a épousé le vent. Lui aussi on l'entend, mais on ne le voit pas. 3 ans sans image, sans visage. Alors les ingénieurs des services secrets s'arrachent les cheveux sur ces enregistrements sonores. Vibrations, débit, composition sont mesurés au laser. Et jusqu'à aujourd'hui, ces messages sont certifiés authentiques par les Américains. Conclusion, Oussama Ben Laden serait vivant. Wanted, recherché, mort ou vif, disait George Bush. Une certitude, il y a 2 ans, le Sénat des États-Unis a fixé la prime offerte à 50 millions de dollars. Mais 8 ans après le 11 septembre, et malgré l'incroyable somme offerte, Ben Laden court toujours. Pour autant, les taux se resserrent. La preuve, le dernier message sonore, diffusé le 3 juin dernier, ne l'a pas été par Internet. Pourquoi? Les sites et messageries d'Al-Qaïda auraient été détruits par les forces américaines. Alors ce 3 juin 2009, c'est un simple CD avec la voix de Ben Laden qui a été livré par un passant au bureau pakistanais d'Al Jazeera. Dans un livre à paraître le 7 octobre, un expert français arabisant d'Al-Qaïda estime que le mouvement terroriste d'Oussama Ben Laden, très affaibli, est entré comme les chats dans sa 9e et dernière vie. En effet, Al-Qaïda est à bout de souffle. Elle a épuisé l'essentiel de son énergie. Son message est de moins en moins populaire, y compris dans les cercles militants. Et on voit bien qu'elle a perdu pied dans l'essentiel du monde arabe et qu'elle se replie sur ces zones tribales à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Pour autant, le déclin politique d'Al-Qaïda n'entame en rien la popularité d'Oussama Ben Laden, son fondateur, il y a de cela 21 ans. L'effigie de Ben Laden demeure dans le monde arabe le symbole d'une résistance à l'Occident. Alors sa traque se poursuit intensément, car aucun spécialiste, aucun expert ne peut affirmer 8 ans après le 11 septembre qu'Al-Qaïda ne provoquera pas, pour son chant du cygne, un ultime attentat. On revient en France. C'est aujourd'hui à Vannes qu'ont eu lieu les obsèques des 2 soldats français tués en Afghanistan il y a une semaine. Cérémonie en présence du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a confirmé l'engagement français sur le sol afghan. On l'écoute. La France n'a pas vocation à rester indéfiniment en Afghanistan. Mais nous resterons le temps nécessaire à l'avènement d'un État afghan souverain, librement choisi par les Afghans, respectueux des droits fondamentaux des personnes, capable de prendre en main son destin sans être une menace pour le reste du monde. Il est 20h16 à suivre dans un instant. La grippe A et comment les familles s'organisent face à la fermeture de tout un collège. C'est le cas pour 850 papas et mamans à Castries, dans l'Hérault. 10 stars enlèvent le haut pour le dépistage du cancer du sein des 40 ans. Estelle Lefébure nous expliquera ce qu'il y a derrière les gestes et les symboles. Enfin, les tontons flingueurs ressuscitent. Le film culte sort en version restaurée. Images et surtout dialogue mythique à ne pas manquer tout à l'heure. Mais avant cela donc, la grippe A et la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a affirmé aujourd'hui que la circulation du virus était en train de s'accélérer dans le pays. Il faut reconnaître que l'on ne compte plus les classes d'écoles, de lycées qui ferment pour quelques jours. À Castries, dans l'Hérault, c'est même un collège entier qui a été fermé. Voyons comment les parents gèrent la situation à la maison. Hélène Vergne et Sylvain Daubat. Loin de l'agitation de la cantine, il joue au grand. Pour les 10 jours à venir, Corentin et ses sœurs vont se débrouiller seuls, même si maman a tout organisé. Elle va nous faire des plats la veille, et des plats faciles à réchauffer. Entre 2 cours, cette enseignante s'efforcera de revenir à la maison pour seconder ses 3 enfants. Là, je vois pas ce qu'il faut faire. Donc, bon. Voilà. Et si possible, les guider dans leurs devoirs. Le fait qu'il soit plus grand et autonome me facilite beaucoup les choses. Maintenant, c'est vrai que je plains les parents des enfants plus jeunes si jamais les écoles primaires ou maternelles doivent fermer. Parce que là, on ne peut pas laisser des enfants aussi jeunes seuls à la maison. 838 élèves privés de collège à Castries et autant de familles concernées par le casse-tête des gardes. Ici, parce qu'elle travaille à domicile, cette mère de famille a accueilli les enfants d'une amie. De temps en temps, ils viennent me demander, me poser des questions. Ou après je vais m'arrêter et je reprendrai un peu ce soir. Donc une semaine, ça va. Après, ça risque d'être un petit peu embêtant.
Car pour la première fois en métropole, tout un établissement a été fermé sur décision du préfet et pour 10 jours. Mais dès ce matin, les enseignants ont préparé la mise en place des cours sur Internet et papier. Nous allons faire le maximum pour répondre aux attentes des parents, même si c'est à distance, en matière pédagogique. Un suivi pédagogique qui sera évalué. Plus que la grippe, les parents redoutent aujourd'hui l'inactivité de leurs enfants. Faut-il avancer le dépistage systématique et gratuit du cancer du sein avant 50 ans? On sait que plus les femmes sont jeunes, plus la maladie est violente. C'est pourquoi 10 personnalités ont choisi de soutenir une campagne en faveur d'un dépistage plus précoce dès l'âge de 40 ans. Bonsoir Estelle Fébure, merci d'être avec nous. On va revenir, on va nous expliquer pourquoi vous vous mobilisez sur cette question. Mais avant ça, le reportage. Evelyne Goldman et Marie Cros. A tout de suite. Elles montrent leur sein pour défendre une cause. Mathilde Amet, Julie Depardieu, Sophie Davant se sont mises à nu dans Marie-Claire pour demander le dépistage systématique du cancer du sein à partir de 40 ans. Je me suis dit, et c'est pour cela que j'ai accepté, que cette campagne choc était un bon moyen d'alerter l'opinion, d'intéresser l'opinion, avec des images un peu provocantes, de les amener à s'intéresser à un message qui ne passe pas encore suffisamment dans les médias. Comment allez-vous ? Le docteur Espier, cancérologue, reçoit de plus en plus de jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein. La plupart n'ont jamais fait d'examen de dépistage. Moi, je ne pensais pas qu'à 38 ans, ça allait m'arriver. Je pensais que j'avais plus de probabilité après 50 ans. Je ne pensais pas qu'avant, c'était possible. Actuellement, le dépistage systématique ne concerne que les plus de 50 ans. Avancer à 40 ans l'examen, comme le réclament ces personnalités, n'est pas si simple. Les mammographies des seins des femmes jeunes, plus denses, plus opaques, sont difficiles à interpréter. Il faut alors multiplier les examens. On n'a pas démontré pour le moment que chez les femmes de 40 à 50 ans, il y avait une efficacité suffisante pour le proposer à tout le monde. Donc je crois que c'est vraiment en fonction des facteurs de risque qu'on doit adapter la surveillance de ces patientes. Mais je suis pour une mammographie de référence à 40 ans. Coût de ce dépistage supplémentaire, 30 millions d'euros. Encore faudrait-il qu'il rencontre l'adhésion des femmes. Pas sûr. Au-delà de 50 ans, seulement une femme sur deux se fait régulièrement dépister alors que l'examen est gratuit. Alors Estelle Fébure, merci d'être avec nous. Vous avez fait le choix de poser dans le magazine Marie-Claire. D'abord, pourquoi ce geste? C'est vraiment la volonté de mobiliser les jeunes femmes en disant attention, danger? Oui, attention, danger, parce qu'il y a plein de malentendus sur le cancer du sein. Et je me suis dit, en tant que femme, d'abord c'était mon devoir de soutenir cette association, Cancer du sein, parlons-en, qui lutte, qui se bat contre ce fléau depuis 16 ans. Et surtout, bon, c'est vrai que de par mon métier, depuis plus de 20 ans, je suis quand même assez proche des femmes dans le monde de la beauté. Mais aujourd'hui, je me suis dit, c'est la beauté de la vie qu'il faut absolument défendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous conseillez aux jeunes femmes d'aller, on va dire, plus souvent chez leur gynéco, de faire les tests, la mammographie, mais cela a un coût aujourd'hui. Oui, mais en fait, alors moi après je ne suis pas dans les calculs, je n'ai pas fait de calcul. Aujourd'hui on dit que 25 femmes meurent chaque jour d'un cancer du sein, une toutes les 45 minutes, 10 d'entre elles auraient pu être guéries si elles avaient été dépistées à temps. C'est des chiffres qui marquent en tout cas. C'est des chiffres qui marquent, qui sont abominables. C'est plus élevé, c'est un taux de mortalité plus élevé que des accidents de la route. Donc c'est normal qu'on a envie de choquer un peu. Et en même temps, on a envie de dire au gouvernement, quelque part, un dépistage à 40 et 45 ans gratuit, certainement, malheureusement, à long terme, ça serait moins cher que toutes ces femmes qui sont atteintes de la maladie et qui donc font la chimiothérapie avec après un suivi hospitalier très important. Et donc je pense qu'en fait, d'abord c'est des vies sauvées et le gouvernement devrait vraiment le faire. Aujourd'hui 50 ans, demain peut-être à partir de 40 ans, gratuitement, c'est ça en tout cas le message, c'est la mobilisation. C'est vraiment le message. Et puis que vous adressez à la ministre directement. Tout à fait, ça c'est le message adressé à la ministre. Et puis il y a aussi un message adressé aux femmes qui ont peur. Il y a une vraie peur d'aller faire une mammographie parce qu'elles ont peur que ça fasse mal, ça ne fait pas mal. Et puis ça peut vraiment sauver sa vie. Et la vie aussi de sa famille, puisque quand même les enfants pourraient perdre leur mère, le mari, la femme, c'est important. Merci beaucoup Estelle Fébure. Vous restez avec nous, vous avez des enfants. Eh bien voilà une question que des milliers de mères de famille se posent à chaque rentrée. Qui va s'occuper des enfants à la maison? Comment trouver une bonne nounou alors que
que le manque de place en crèche est bien réel en France? C'est la question de ce vendredi. Gian Benzina et Pascal Stelletta, regardez. Est-ce que ça vous embête si je mets une petite annonce parce qu'en fait on cherche une nounou? Merci À beaucoup. 16 mois seulement, Marilou ne sait pas encore qu'elle va devenir la star de son quartier. Je vais en mettre partout, ouais. Ah ouais, je vais essayer d'inonder le quartier de mes petites annonces. Parents cherchent nounou, à chaque rentrée le même problème pour faire garder les quelques 2,5 millions d'enfants de moins de 3 ans, mais difficile pour ces jeunes parents de s'improviser recruteurs. Tu reconnais? En fait, la personne qu'on engage, c'est un peu quelqu'un de la famille, enfin, la même confiance qu'on aurait en une grand-mère ou une tante ou quelqu'un de la famille. Donc c'est très angoissant, on a peur de tomber sur quelqu'un de mauvais. Pour trouver la perle rare, un conseil, se faire conseiller justement. Dienaban Ndiaye est employée par une agence de nounou. Elle a été présélectionnée selon ses références et ses compétences. Bonsoir. Bonsoir madame. À la famille ensuite de faire son choix. Comment tu t'appelles? C'est leur premier entretien avec des critères pas toujours objectifs. C'est pas une question de diplôme, ça n'a rien à voir, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et en même temps, c'est une rencontre avec quelqu'un, donc il faut que la confiance passe et c'est vraiment ça qui prime. La confiance, la condition indispensable. Comment savoir si l'enfant est en sécurité, s'il est bien surveillé? Qui ressemble à une caméra carrée. Benoît de Belf vend du matériel de surveillance par Internet. La plupart de ses clients sont des entreprises, mais 2 à 3% de son chiffre d'affaires provient de particuliers méfiants. N'importe où dans le monde. L'année dernière, on a vendu environ 500 produits pour espionner à peu près les nounous. Cette année, on en est à peu près à 800-900. Inutile peut-être de tomber dans l'excès de l'espionnage de sa nounou, interdit par la loi. Prendre son temps pour la choisir reste la meilleure garantie. Toute une époque maintenant, celle du cinéma de papa où les répliques d'Audiard claquaient dans la bouche de Ventura, Blier et Francis Blanche. Tout le monde connaît les tontons flingueurs. Eh bien le film de Georges Lautner, qui date de 1963, s'offre une nouvelle jeunesse car il revient en salle dans une version restaurée. L'occasion ce soir de se replonger dans un film cultissime. Olivier Caroffet et Laurent Diop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. C'est la plus grande association de malfaiteurs du cinéma français. 46 ans que ça dure. Je te dis pas que c'est pas injuste. Je te dis que ça soulage. Les tontons se sont refait une beauté avec une nouvelle sortie en salle. Flingueur du temps qui passe et des mauvaises critiques de 1963, le réalisateur Georges Lautner n'a rien oublié. Quand le film est sorti, il n'y a pas eu de première. Quand on voit les régimes actuels, on est sorti dans 4 salles à Paris. Et on n'a pas eu un gros succès. Écoute, on ne te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines. Des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Dialogue d'Audiard, Jean Gabin était pressenti dans le rôle principal. Ce fut Lino Ventura pour le meilleur. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Je me suis détesté dans ce petit connard. Je trouvais que j'aurais préféré jouer le personnage du flingueur italien. Là. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser. Je me suis rendu compte que plusieurs fois, au bout de plusieurs fois, on citait le texte par cœur de tous les personnages. Je me suis rendu compte que le film était devenu un film culte. Et cette scène y est pour beaucoup. Imposée par Audiard, elle n'était pas prévue dans le scénario original. Reconnaître.
c'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Comme quoi la pomme, ça inspire. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Voilà, et puis c'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les obsèques de Sim, cérémonie à Roquebrune, sur Argens, où l'acteur et humoriste habitait depuis une dizaine d'années. 2000 personnes ont participé à ce dernier hommage, parmi elles ses amis Victor Lanoux, Jacques Balutin ou encore, bien sûr, Philippe Bouvard. Coup de projecteur maintenant sur la dernière création du chorégraphe Angelin Prejlocage. Le danseur est seul en scène pour la première fois de sa carrière, tel un funambule. Regardez, Christophe Hérault, Guillaume Michel. Découdre. En découdre, seul en scène, c'est le dernier pari d'Angelin Prejlocage. Prejlocage, on avait l'habitude de le rencontrer dirigeant sa troupe, Cette sensation du dos qui tourne. chorégraphiant ses danseurs. Et sa dernière création fut une Blanche-Neige revisitée. Une Blanche-Neige qui connut un tel succès qu'elle partit en tournée mondiale, abandonnant son chorégraphe. Je me suis retrouvé un peu orphelin de ma propre troupe. Et du coup, le seul corps disponible qui me restait, c'était le mien. Le funambule est le premier solo en 30 ans de carrière. Il raconte le corps tendu, en danger, sur un fil, comme sur la scène. C'est aussi une de mes passions que de mener le corps au bout, aux limites, parce que je trouve que là, le corps est juste, il ne peut plus tricher, il est dans une sincérité absolue. Elle mettait un genou sur le fil et gardait sur sa cuisse la perche balancier. Ça rejoint le texte d'ailleurs de Jean Genet, qui lui évoque toujours ces moments extrêmes et ces moments de risque total. C'est une série de bonds, de sauts périlleux, de pirouettes. Autour de lui, il lâche. Il a 52 ans, le corps répond toujours. Il a ses petites fragilités, mais il faut le respecter. Et si on respecte son corps, il vous rendra toujours des belles choses. Et jusqu'à ce qu'il en crève, le funambule devra en palper. De belles choses, le chorégraphe en a connu. Cette fois-ci, il voulait juste donner la parole aux danseurs. Danse. Et si tu le pouvais, les yeux fermés. Voilà, avant de terminer le journal, on revient sur cette information. Une salariée de France Télécom se trouve ce soir entre la vie et la mort. Celle-ci s'est jetée du 4e étage de ses bureaux situés dans le 17e arrondissement de Paris. Un geste dramatique qui intervient dans un contexte particulièrement tendu dans l'entreprise. Cette semaine, un salarié de Troyes s'était planté un couteau dans l'abdomen lors d'une réunion. On dénombre à ce jour depuis février 2008 22 suicides au sein de l'entreprise France Télécom qui avait décidé hier de suspendre tous les projets de réorganisation et de mobilité des salariés. On va essayer de prendre contact avec Karine Comadi qui est sur place. Vous êtes en direct. Est-ce que vous avez d'autres éléments sur ce geste désespéré, Karine ? Écoutez, nous sommes arrivés il y a quelques instants. Les syndicalistes et les collègues de la jeune femme sont sous le choc ici devant le siège de France Télécom. La jeune femme est décédée. Cela a été confirmé par les syndicalistes et la direction. C'est une jeune femme âgée de 32 ans. Ses collègues essayent en ce moment même de joindre sa famille. On ne sait pas si elle est mariée ou mère de famille. Alors cette jeune femme travaillait au service du recouvrement de France Télécom et selon les syndicats, information qui n'est pas confirmée par la direction, elle se serait défenestrée à la suite d'une réunion de travail sur la réorganisation de ce service. Ce sont des informations encore qui ne sont pas confirmées par la direction, je vous le rappelle. Il s'agirait en l'état du 23e suicide depuis février 2008 à France Télécom, où le malaise est profond et où ce soir l'émotion est très grande chez les collègues et les syndicalistes du groupe. Merci Karine Comazzi. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Dans quelques instants, la météo avec Isabelle Martinet. 20h50, un nouveau numéro de votre série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Je vous retrouve demain dès 13h pour le journal et dès 13h15 pour votre magazine. Passez une très très belle soirée. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.